Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Alexandre. Salut à toutes et tous, salut Flo. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Baromètre. Autour d'une actu chaude, chaude comme le temps aujourd'hui. Beaucoup de choses menues dans ce programme, et avec notamment deux invités de marque. Donc je propose qu'on montre l'agenda. Ouais, Avec, justement. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est afficher l'agenda parce qu'on a un menu toujours en 4 parties comme à chaque fois. Mais petite subtilité aujourd'hui, effectivement, 2 des séquences seront incarnées avec 2 interviews. Donc, on espère que vous apprécierez le format. Donc, n'hésitez pas aussi à réagir, comme d'habitude, dans les commentaires, à partager vos avis et ou vos questions. Ça permet évidemment de nourrir le débat, puisque voilà, c'est un échange plus qu'autre chose, éditorialisé, puisque c'est des choix qu'on a fait avec Alexandre pour mettre en évidence tel ou tel sujet qui nous semblait valoir le coup. Mais vos réactions, commentaires et points de vue sont hyper pertinents et hyper utiles pour nous. Ouais, notre objectif, comme toujours, c'est de susciter la réflexion et de susciter le débat aussi, parce que évidemment, et c'est ce qu'il y a de positif, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord sur tous ces sujets. Donc, surtout, n'hésitez pas, au contraire, à prendre la parole et à partager vos avis. Yes, exactement. Et je propose qu'on saute directement sur la première séquence qu'on a sobrement intitulée « Au-delà de la conformité, les enjeux de souveraineté dans l'assurance », deux mots qui nous semblent importants, qu'on entend souvent sur le secteur, dans le secteur et sur le marché. Et on a la chance d'avoir avec nous, et on va lui demander de nous rejoindre, on a Pierre qui va nous rejoindre depuis Eviden, en l'occurrence. Bonjour à tous. On a la chance, voilà, comme ça, dans Salut le bon Pierre. ordre. On a Pierre qui est là au bon endroit et qui représente Eviden aujourd'hui, avec qui on va du coup couvrir ce sujet. Et d'ailleurs, peut-être avant de commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire quelques mots évidemment sur toi, Pierre, mais peut-être plus largement sur Eviden, comme ça pose un peu le décor? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Donc, Pierre Mamurol, je suis le CTO de l'entité cyberproduits chez Eviden. Eviden étant la filiale pour les produits du groupe Atos. Et donc, me concernant, j'ai toujours travaillé dans la cyber, à la fois sur la partie service, la partie produit. Donc, aujourd'hui, je représente cette entité qui est orientée autour du chiffrement, des identités et de l'access management. Super. Donc pour entrer dans le vif du sujet, moi je l'entends, je pense que tout le monde dans l'audience aussi, il y a ces enjeux qui prennent de l'ampleur sur le terrain dans ce moment où évidemment l'IA occupe les esprits, les réflexions. 2026, ça on en parlera plus tard dans le baromètre, mais on identifie cette nécessité d'exécuter, d'industrialiser, de passer à l'échelle. Mais en miroir, et un autre sujet qui vient de manière connexe, c'est comment garder le contrôle par rapport à tout ça. Garder le contrôle sur les données, sur les accès, sur les environnements critiques, ça paraît essentiel. Et donc, il y a ces termes de conformité, de souveraineté dont on entend de plus en plus parler. J'en parlais ce matin sur LinkedIn dans une discussion échange. On parlait. Mais justement, que mettons aujourd'hui, en 2026, derrière ce terme de souveraineté? Est-ce que c'est de la souveraineté technologique, économique, politique, les deux? Donc, quelle est, toi, ta définition, Pierre? Alors, déjà, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de définition qui fait consensus sur le marché. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la bonne définition, mais celle qu'on prend chez nous est la plus englobante possible, je dirais. On considère la souveraineté numérique comme étant une capacité qu'a une organisation de garder le contrôle, l'autorité, la responsabilité sur l'ensemble de son environnement numérique, au final, les données, l'infrastructure, les applications et aussi toute la partie opération. Et cela de manière continue, c'est-à-dire en gérant de manière continue son exposition au risque, à des dépendances qui seraient critiques pour son business, mais aussi à des risques de rupture d'un point de vue business qui pourraient être liés à des fournisseurs externes, à des juridictions externes ou encore à des technologies externes. Donc ça, c'est une définition qui est très englobante. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est on-off. Il y a une gradation. On est dans un niveau de contrôle sur tous ces éléments-là.
et que justement, de la même façon que c'est pas on-off, une solution n'est pas souveraine ou non souveraine. Il faut vraiment s'entendre sur les termes pour être pertinent. Et c'est intéressant justement de faire ce niveau de gradation versus quelque chose peut-être de binaire qu'on pouvait avoir en tête. C'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a pas une définition juste de marché. Peut-être qu'il y avait un autre sujet dont on parlait et qui me semble assez connexe, ou en tout cas auquel on pense immédiatement, notamment dans le secteur de l'assurance, c'est la différence entre l'informatique dont on dispose en interne, on-premise, et puis la partie cloud. Cloud public d'ailleurs, cloud souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un enjeu justement sur lequel vous travaillez? Est-ce que tu peux essayer de donner un peu un cadre aussi à ces enjeux-là? Effectivement. Donc, la distinction que je ferais, c'est environnement de confiance ou environnement qui n'est pas de confiance ou non fiable. Mais non fiable, ça peut être un peu péjoratif. L'idée, c'est est-ce qu'on a le contrôle sur la technologie sous-jacente à l'environnement IT, que ce soit cloud, privé, public, peu importe. Et là où c'est important, c'est parce que quand on est sur, prenons l'exemple du cloud public, où quelque part c'est un cloud qui n'est pas de confiance dans le sens où on n'a pas la main sur la technologie sous-jacente, si on a pour une application, pour un process métier, le besoin justement de couvrir des risques spécifiques liés à la souveraineté, on ne va pas pouvoir traiter du niveau de souveraineté technologique de l'environnement. C'est inatteignable. Par contre, on peut, via des mécanismes techniques, notamment au niveau du chiffrement, de l'identité, mais on en parlera un peu plus tard, on peut arriver à augmenter son niveau de contrôle sur la donnée qui tourne sur cet environnement, qui est utilisé sur cet environnement cloud public. Et c'est là où c'est intéressant de faire la distinction entre souveraineté sur la donnée et souveraineté technologique sur l'environnement. Et le but n'est pas forcément de mettre le curseur au maximum sur les deux aspects. Dans tous les cas, c'est vraiment une analyse de risque qui doit piloter ça. Très intéressant. On en parlait durant la préparation, j'avais trouvé ce point extrêmement pertinent parce que ça met en lumière toutes les questions qu'on peut se poser. On parle de conformité, de souveraineté. On disait que ça englobe pas les mêmes enjeux. La souveraineté, c'est peut-être au-delà de la conformité. Et tu nous parlais de cette souveraineté qui passe aujourd'hui par une approche par les risques. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux détailler? Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de conformité, on est conformité par rapport à une réglementation qui s'applique sur le périmètre où on opère. On a généralement une checklist, alors pas forcément très précise, mais on a quand même une checklist qui est un point de départ. Et cette checklist peut, si on prend le cas le plus général qui est le RGPD en Europe, cette checklist a des éléments qui concernent de la souveraineté, l'augmentation du niveau de contrôle sur les données personnelles. Mais on a aussi tout un tas de risques, quand on parle de souveraineté, qui sont plus des risques liés au métier. Quels sont, d'un point de vue métier, les risques liés à la souveraineté que je dois couvrir pour protéger des assets qui sont critiques pour mon business, sur lesquels je ne peux pas me permettre d'avoir une perte de confidentialité, quelque part, quel que soit le moyen. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans cette analyse de risque, on regarde quels sont les scénarios de menace. Est-ce qu'on veut se protéger contre l'accès via l'utilisation de lois à portée extraterritoriale? Est-ce que je veux me protéger contre un accès via l'opérateur de l'environnement que j'utilise? Le cloud provider dans certains cas, mais ça peut être un opérateur de data center quand on utilise un cloud privé. Et formaliser ces risques d'un point de vue métier, justement, ça permet d'identifier quelles sont les bonnes solutions techniques pour réduire ces risques jusqu'à un niveau acceptable. Ce qui est intéressant en ayant cette approche par les risques, c'est que ça permet de formaliser la démarche. Quand on parle de souveraineté, on voit bien souvent des clients qui ont des idées sur comment ils pourraient augmenter leur niveau de contrôle. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, pour passer à la partie de décision et la faire acter justement par les stakeholders, c'est important d'avoir tout le cheminement des risques métiers, comment on en décline les scénarios de menace et comment la solution technique permet de réduire ces risques. Et ça permet de, quelque part, formaliser la chaîne, la prise de décision par un raisonnement logique. L'idée, c'est vraiment de cartographier son exposition au risque en amont pour prendre les bonnes décisions derrière. Et aujourd'hui, je pense, dans un secteur comme l'assurance, tu parlais du RGPD, mais l'assurance
par essence, c'est un secteur très réglementé. Il y a les nouvelles réglementations cyber, NIS2, DORA. On parle aussi beaucoup de l'IA Act aussi aujourd'hui. Donc, ça va crescendo également dans le secteur. Oui, tout à fait. Et par contre, le point qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que le sujet souveraineté, il n'est pas adressé de la même façon sur la totalité du SI, même pas sur la totalité du SI qui est soumis à une réglementation. C'est pour ça que c'est très important de le ramener au risque métier et de ne pas justement mettre en place des solutions pour couvrir des risques de souveraineté là où ce n'est pas nécessaire. On a une approche sécurité-conformité qui est généralement très englobante, très large spectre, je dirais. La souveraineté, c'est quelque chose qu'il faut regarder processus métier par processus métier ou application par application dans bien des cas. Et justement, ça nous amène… déjà, il y avait une question là dans le chat qui me semblait intéressante. C'était tourné autour des startups, mais je pense que ça a élargi. Une startup qui n'a aucune dette technique peut-elle être nativement… souveraine, dit autrement, est-ce que ces enjeux justement de souveraineté sont forcément liés au fait que dans l'assurance, les acteurs en place ont ce qu'on appelle le legacy et donc effectivement ont un système IT souvent hérité du passé et pourtant qui sert au quotidien des millions de personnes, hein, donc ça reste un enjeu, je dirais, opérationnel. Est-ce que c'est forcément lié ou pas, tu vois, si on revient un peu à ces notions de périmètre et de définition, ou voilà, n'importe quel acteur numérique a des enjeux de souveraineté et de conformité de toute matière, quel que soit l'âge de son système d'information, pour simplifier? Alors, j'aurais tendance à dire, deuxième option, hein, que toutes les structures sont concernées. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de revenir à la façon dont sont définis, architecturer les process métiers et de voir justement où sont les problématiques de souveraineté, d'accès aux lois, d'accès aux données par des lois extraterritoriales, par le cloud provider. C'est ce genre de choses, en fonction de comment est faite l'architecture applicative aussi, qui va définir quels sont les risques de souveraineté à couvrir. Mais je n'aurais pas de réponse a priori de dire parce que c'est une start-up sans dette technique, il n'y a pas de problématique de souveraineté. J'ai plutôt vu par le passé le contre-exemple, start-up native, très cloud native, et du coup très exposée si utilisation uniquement de cloud provider non américains, pardon. Et encore une fois, tout dépend du business. Dans certains cas, ça ne pose aucun problème. Et donc, nos amis fondateurs et fondatrices dans l'audience de Startup ou InsurTech doivent se poser la question aussi. Et justement, ça fait une bonne transition avec ce qu'on voulait montrer, de l'application concrète. Comment, après tout ce que tu nous as exposé, vous procédez pour sécuriser ces environnements, notamment de cloud public, en matière pour garantir la sécurité et la souveraineté? Oui, alors donc là on est sur un slide qui parle des sujets d'externalisation des clés de chiffrement. Donc effectivement, le chiffrement des données et le contrôle des mécanismes utilisés pour le chiffrement des données, c'est un des axes, je dirais, les plus discutés, les plus avancés sur les sujets de souveraineté. C'est pas le seul, on pourra en citer d'autres après, mais en tout cas, c'est un bon premier pas, je dirais. Et donc là, ce qu'on met en avant, c'est la capacité sur ce slide à venir s'intégrer avec les principaux environnements cloud hyperscaler pour externaliser les clés de chiffrement. Donc là, on est sur un mécanisme où, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais on a une brique qui est déployée dans l'environnement cloud aussi, la brique qui s'appelle KMS, qui est sur la droite, et en dessous, une brique HSM qui est un composant matériel très sécurisé qui reste en dehors. L'intérêt d'avoir les deux briques est le suivant. La brique qui est dans l'environnement cloud permet de n'avoir aucun problème de performance, qui est souvent une problématique qu'on a rencontrée dans le passé. On veut mettre en place de la souveraineté, du contrôle sur les clés de chiffrement, mais l'application a besoin de performance et l'externalisation des clés de chiffrement et le goulot d'étranglement dans certains cas. Nous, avec cette architecture-là, on n'a pas ce problème. L'environnement KMS scale aussi bien que l'application sur l'environnement cloud public, mais pourtant dépend d'un point de vue sécurité du HSM qui est en dehors de l'environnement, ce qui fait qu'on a un moyen de contrôle. C'est souvent ça qui est demandé par les clients. Est-ce que j'ai, si je le souhaite, la capacité
en totale autonomie, de couper tous les accès à la donnée. Et donc là, au niveau de ce composant HSM qui est en dehors du cloud, on peut couper tous les accès. Et si le HSM n'est plus joignable, le KMS ne peut plus accéder à ses propres clés de chiffrement et donc ne peut plus traiter les demandes qui viennent de l'environnement hyperscaler. Je pense que tu as donné quelques mots clés que j'ai trouvé assez intéressants sur la disponibilité, la réactivité, le contrôle aussi. Et peut-être juste avant de finir la séquence, je pense qu'on n'aurait pas été exhaustif sans parler d'IA et en particulier d'agents IA. Donc peut-être pour élargir un peu le débat et puis donner envie aux personnes qui nous écoutent, que ce soit en live là ou plus tard en replay, d'échanger avec toi et tes équipes. Voilà, comment tu vois ces enjeux, notamment sur les enjeux d'accès, les enjeux de gouvernance qu'il y a autour des agents d'IA et de l'IA de manière générale? Est-ce que c'est un vrai sujet ou pas encore à date? Comment tu vois ces enjeux-là? Alors oui, il y a un vrai sujet autour de l'IA et de la souveraineté. De manière générale, indépendamment de la souveraineté, il y a un vrai sujet sur la gestion des identités, notamment des agents et des accès des applications IA. C'est un vrai sujet. Tous les acteurs du marché sont en train de bouger là-dessus parce qu'on va se retrouver avec un rapport entre le nombre. On a déjà un rapport entre le nombre d'identités humaines et non humaines qui est déjà très important. 1% d'après certains rapports. Ça va exploser encore plus. Donc, il faut qu'on arrive à gérer ça correctement. Et ensuite, le deuxième sujet lié à l'IA, c'est aussi la protection par le chiffrement. Il y a un vrai sujet aujourd'hui d'approvisionnement d'infrastructures pour faire tourner de l'IA, des GPU. Et donc, l'usage des environnements cloud est attrayant. Encore faut-il pouvoir contrôler correctement et protéger ce qui se passe dans le cloud aussi au niveau IA. Et il y a des technologies qui permettent de le faire. Passionnant. On arrive, je pense, au terme du temps qui nous était imparti. On aurait pu passer l'heure, je pense, à évoquer ces sujets qui sont aujourd'hui très concrets. On est, je pense, pas du tout, plus du tout dans la prospective. On a des choses très concrètes, des choses, même si on part un peu plus loin sur des agents IA, mais c'est en train de se matérialiser sous nos yeux. Et c'est des sujets qui vont prendre une importance exponentielle très rapidement, je pense. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter là-dessus dans les mois à venir. Et forcément, il y a dans le secteur des questions qui vont se poser. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des enjeux sur ces sujets, à contacter Pierre et ses équipes. Je pense qu'ils seront en mesure de vous apporter des réponses et, si besoin, de l'accompagnement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À toi. Merci beaucoup, Pierre. Nicolas aussi, qui est dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à soit échanger avec Pierre, Nicolas, toute l'équipe de manière générale. Merci encore et très bientôt, parce que c'est un sujet qu'on va forcément retraiter vu la sensibilité, j'ai envie de dire, notamment pour le secteur de l'assurance. Inévitablement. Merci Pierre encore. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. On reprend du coup le cours de nos échanges avec une deuxième séquence qu'on allait faire. Alors, on vient de parler un peu d'IA très brièvement, mais l'idée, c'était peut-être d'aller plus en détail sur ces sujets-là, à nouveau avec Earnix, dont on a déjà parlé, vous vous en souvenez peut-être, et pour recadrer et reposer les bases pour celles et ceux qui seraient peut-être moins familiers avec cette marque-là. Donc, c'est une société notamment américaine qui a racheté, qui s'est fait connaître, je dirais, sur le marché français quand elle a racheté Zelros il y a quasiment 1 an jour pour jour pour s'étendre justement sur la chaîne de valeur et accélérer sur les enjeux justement d'IA, d'abord sur la partie pricing, underwriting, donc la partie un peu plus haute de la chaîne de valeur, et de plus en plus sur la partie distribution, relations clients, etc. Et je crois que pour commencer, Alexandre, tu voulais justement un peu rappeler ces enjeux-là autour de l'IA, peut-être en donnant quelques chiffres qu'on va afficher aussi pendant que Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est des questions qu'on te pose aussi au quotidien. C'est quelles sont les tendances en matière d'IA dans l'assurance? Que vois-tu sur le terrain? Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est peut-être même le 27 mai 2026, parce que ça bouge tellement vite d'une semaine à l'autre. On a
des nouveaux modèles, des nouveaux features, même des nouveaux standards presque qui s'imposent à nous. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre un peu de hauteur et de voir, essayer de déterminer où on en est aujourd'hui. En 2026, je pense clairement, on a passé un cap. On n'est plus dans la question faut-il aller ou non sur l'IA. Ça, je pense que tout le monde est convaincu. Ernix, d'ailleurs, partage un insight là-dessus. C'est 95% des assureurs français qui déclarent avoir déjà adopté l'IA. Voilà, on l'a sous les yeux. Donc, la prise de conscience est là, même l'action est enclenchée, avec des degrés de maturité évidemment très divers au sein de l'écosystème. Mais tout le monde a compris qu'il fallait y aller. Mais il y a une nouvelle problématique de fond qui s'installe, c'est-à-dire comment y aller, avec qui, avec quelle bonne solution, on se pose les bonnes questions. On parlait juste avant, c'est connexe, la souveraineté. C'est ouais, ok, on peut y aller, mais il y a tellement d'enjeux de réglementation, de protection des données, de souveraineté à tous les niveaux que c'est un sujet extrêmement délicat à bien des égards. Et si bien qu'en fait, on a ce paradoxe qui s'installe. 95% des assureurs déclarent qu'ils ont adopté, mais seulement 40% l'ont déjà intégré sur toutes les briques de la chaîne de valeur. Et quand je dis intégrer, ça ne veut pas dire déployer à l'échelle, parce que si on prend d'autres statistiques, notamment sur la mise en production à l'échelle de l'organisation d'époque, on est aux alentours de 10-15% sur le marché. Et il y a cet autre chiffre voilà, qui est celui-ci, 32% des assureurs qui disent faire confiance à leurs données. Donc, il y a beaucoup de questions, de doutes. Je pense que c'est légitime aussi, c'est important d'avancer prudemment face à une telle technologie. Mais on se rend bien compte qu'il faut quand même aller un peu plus vite aujourd'hui, je pense, pour coller au rythme de l'évolution de la technologie. Donc, le sujet, la question, c'est plus l'accès à l'IA, ça, maintenant, on peut tous y avoir accès, mais c'est comment l'utiliser efficacement dans les opérations quotidiennes. Le marché, donc, est plus dans la découverte, mais dans la difficulté d'exécution. Et cette difficulté d'exécution met en lumière, en fait, ses propres contradictions, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus et partager ton avis. Oui, je pense qu'en fait, de manière même un peu plus générale, j'ai l'impression que cette vague technologique, donc autour de l'intelligence artificielle, est un peu un changement de paradigme, parce qu'en fait, on voit même la manière dont les acteurs de l'assurance ont d'évoluer vis-à-vis de cette technologie. Le chiffre qui est partagé là par Ernix, il est hyper éclairant. Il est issu d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez télécharger, on remettra le lien dans les commentaires ensuite, mais d'un rapport sur les tendances pour l'année 2026, donc plus large. Mais donc ce chiffre des 95% des assureurs français qui ont adopté l'IA, ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique, et en même temps tout de suite c'est pondéré par des enjeux notamment sur la donnée. Je pense qu'il y a un autre enjeu qu'on entend souvent qui est sur le passage à l'échelle, parce que l'industrie de l'assurance, et c'était un rapport du BCG qui mettait en évidence ça, c'est que si le secteur de l'assurance est plutôt en pointe en termes d'initiative IA, et le chiffre à nouveau des 95% est plutôt là pour l'illustrer, en revanche, quand il s'agissait de passage du POC à la production, l'assurance était plutôt dans les dernières industries comparées à leurs pairs. Et ça montre aussi qu'il y a des défis. La donnée en est un, on a le chiffre sous les yeux, le passage à l'échelle, l'intégration dans les systèmes du quotidien, et je dirais aussi la priorisation des enjeux pour les acteurs de l'assurance, parce que finalement, il y a quand même pas mal d'enjeux, et notamment un qui est aussi la vitesse d'exécution, dans le sens où les comportements des clients évoluent, les attentes aussi des clients évoluent assez logiquement, les risques surtout évoluent, et certains évoluent hyper rapidement, et donc ça demande aussi aux organisations d'avoir des démarches de prise de décision notamment qui peuvent être plus rapides, et ce qui est intéressant, il me semble, c'est de voir comment un acteur typiquement comme Ernix déjà peut accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur,
parce qu'à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, ils viennent plutôt de la partie pricing, donc modélisation du prix, souscription, etc. Et puis avec le rachat notamment de Zelros, ils couvrent aussi la partie distribution, relations clients, etc. Et d'ailleurs, ils ont un client en commun, français, Matmut en l'occurrence, c'est une information publique, avec qui ils travaillent justement sur toute la chaîne de valeur. Et donc, c'est aussi intéressant de voir comment l'IA, dans leur cas, permet de couvrir un peu tous ces enjeux et finalement accompagne, c'est Dynamic AI for Insurance and Banking, ça c'est le mantra, je dirais, de Earnix, mais ça illustre aussi cette volonté de couvrir toute la chaîne de valeur et de pouvoir accompagner les clients, pas sur un bout, sur un cas d'usage un peu spécifique, auquel cas on peut vite tomber dans le catalogue et j'ai 50 solutions différentes qui ne sont pas connectées entre elles, qui ne se parlent pas forcément, j'ai une solution homogène et qui accompagne le client sur l'intégralité de la chaîne de valeur, ce qui permet justement d'aller plus vite, évidemment, ce qui garantit aussi les résultats, parce qu'à nouveau, c'est un acteur international, donc ils ont des clients de toute taille, et notamment des très gros comptes avec lesquels ils travaillent déjà, donc cette capacité à délivrer des vrais résultats. Et puis, cette capacité aussi à partager des bonnes pratiques pour pas être juste dans son couloir, qui est toujours un des enjeux et que je trouve peut-être moins présent d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais sur l'IA, où on voit qu'il y a quand même une variété, je dirais, des approches entre le make, le buy, des choses un peu intermédiaires. Et ça, c'est des choses qui sont un petit peu différentes, d'où le changement de paradigme que j'évoquais tout à l'heure, il me semble, quand on parle de ces défis liés à l'IA. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'approches qui sont testées en interne dans les grands groupes. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. On est au tout début d'une nouvelle vague technologique. Il y a les contraintes inhérentes à la technologie en interne, les fameux legacy dont tu parlais tout à l'heure. Il y a la contrainte humaine aussi, qui est fondamentale à prendre en considération. C'est comment on implémente de l'IA avec la nécessaire acculturation des équipes, l'accompagnement. C'est extrêmement important et on voit aussi ces enjeux qui montent. Et il y a, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, très important, ce sujet de la rapidité aujourd'hui d'exécution. Parce que si on prend le business pur de l'assurance, il y a ce sujet qu'on évoque souvent, celui des risques émergents, nouveaux risques qui imposent aujourd'hui d'être en mesure de réagir plus vite. Là, on avait fait dans un baromètre précédent, si vous vous souvenez, par exemple, un focus sur les data centers. C'est un sujet qui n'existait pas il y a 1 an, donc il faut être, en tant qu'assureur, si on veut continuer à développer son business, à croître et à être en mesure de répondre aux attentes du marché et de la société, il faut être capable de réagir rapidement et de proposer vite des produits adaptés. Il y a les risques qui sont déjà installés, comme le climat, mais qui évoluent de manière exponentielle, qui font sortir l'approche des tables actuarielles historiques. Donc, là aussi, on doit être en mesure de faire preuve d'agilité, notamment sur le pricing. Et aujourd'hui, et c'était dit sur scène par Adric Zappellini du Crédit Agricole à l'occasion de l'événement Earnix, il disait, nous, on a l'habitude de décider en 18 mois, mais aujourd'hui, le contexte impose de devoir décider peut-être en 6 mois et peut-être voire moins. Donc, on peut en déduire qu'il faut avoir une différente approche. Et cette approche, je pense, impose aussi un changement de mindset quelque part. Changement de mindset, c'est se dire que l'IA, c'est bien sûr un sujet technologique, mais c'est un sujet aussi organisationnel et culturel. Ces trois notions, je pense, sont interdépendantes, sont très importantes aujourd'hui à prendre en considération. Et elles doivent porter aujourd'hui une vision. Et dans cette vision, évidemment, il y a la partie technologie, humain, organisation, et des acteurs, ça rejoint ce que tu disais, comme Earnix, qui ont à la fois le savoir-faire technologique, mais aussi la connaissance métier et la capacité à accompagner sur ces sujets pour aller plus vite. Et in fine, en fait, ce qui est cherché, c'est avoir de l'IA, mais surtout de l'impact au quotidien. En fait, c'est pas d'avoir le modèle le plus puissant possible, etc., mais c'est d'avoir une cohérence dans ce qu'on déploie
au quotidien, je pense que c'est une voie qui est assez intéressante à creuser. Ouais, et ça soulève une question qui est d'ailleurs un des commentaires, merci Hans pour ça, sur l'enjeu autour de la donnée en particulier, avec qui serait lié à l'absence d'une gouvernance spécifique sur la donnée. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'un des enjeux qu'on voit, et c'est peut-être ça finalement la meilleure réponse pour un acteur comme Earnix, c'est qu'on voit que les acteurs de l'assurance cherchent quand même à trouver le bon équilibre, je dirais, et à réduire les frictions entre, d'un côté, les besoins métiers, donc les équipes métiers, les enjeux de données dont on vient de parler, et puis évidemment les équipes IT avec toute cette infrastructure qui existe déjà, le fameux legacy, qui a ses inconvénients, mais qui a aussi l'avantage de servir au quotidien des millions de clients. Donc il y a vraiment cet enjeu-là à avoir en tête. Et pareil, c'était Earnix qui nous partageait ce chiffre-là en disant que 37% des assureurs dans le monde considèrent que la difficulté d'intégration avec les systèmes existants est justement l'un des principaux freins liés à l'adoption large de l'IA. Et justement, je pense que c'est lié tout à fait à ces enjeux de gouvernance et plus largement de voilà, comment on opère les différents acteurs, les différentes parties prenantes dans ce genre de décision, que ce soit voilà, pour répondre à des besoins métiers, parce que c'est quand même ça l'objectif. La tech n'est qu'un outil au service d'un vrai besoin et ultimement au service du client, je le pense. Mais voilà, il y a quand même ces enjeux-là. Et typiquement, on a l'impression que le marché tend de plus en plus à essayer d'avoir des partenaires qui peuvent les accompagner sur toute la chaîne de valeur, plutôt qu'à avoir une myriade de petits acteurs autour d'eux qui sont peu ou pas connectés, justement parce que je pense qu'il y a cet enjeu de legacy et voilà, si on veut avoir aussi des vrais changements en profondeur, ça demande peut-être de travailler sur toute la chaîne de valeur, ce qui me fait penser forcément aux précédentes vagues tech. Je pense à une en particulier qui était le no-code ou low-code, ça dépendait des niveaux, mais qui avait eu beaucoup d'intérêt, il me semble, de la part des assureurs, notamment parce qu'en fait, il évitait de redessiner les process, en fait. Donc, ça permettait de juste moderniser et digitaliser, puisque c'était ça le sujet à l'époque, des process qui existaient déjà sans forcément les repenser. Et j'ai l'impression qu'avec les enjeux d'IA aujourd'hui, on est obligé de faire ce pas supplémentaire qui est d'impacter la manière dont ces différentes équipes, ces différentes gouvernances peuvent travailler entre elles. Donc voilà, donc on vous invite évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'état du marché et surtout la manière dont Earnix peut vous accompagner sur ces enjeux-là, à télécharger ce rapport-là. À nouveau. J'ai mis le lien en commentaire. Ouais, voilà. Et oui, juste simplement pour conclure, je pense qu'il y a cet enjeu de cohérence aujourd'hui dans l'approche de la technologie de l'IA. Ouais, ça rejoint vraiment ce que tu dis, c'est avoir une approche globale, holistique et de la cohérence à tous les niveaux pour que ça ne s'éparpille pas non plus, que ça n'aille pas dans tous les coins. Ce qu'on voit un peu dans certains groupes aujourd'hui, hein, c'est pas simple. On sous-estime pas loin de là la difficulté à mettre ça en place. Mais aujourd'hui, voilà, pour avancer, aller plus vite et aller plus loin, il faut plus de cohérence, je pense. Plus de cohérence. Et on va faire un petit pas de côté, mais que je trouve passionnant pour raisonner avec notre titre, innovation dans l'assurance. Là, on a parlé de beaucoup de tech, mais on va aussi parler d'enjeux qui vont un tout petit peu plus loin sur toujours en lien quand même avec la croissance, qui est quand même un des enjeux du marché, avec une tendance qui est importante, qu'on voit s'accélérer, il me semble, qui est la consolidation dans la distribution d'assurance. Et on a la chance d'avoir Johan autour de la table. Donc bonjour. merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour votre invitation. Salut. Donc Johan, si vous ne le connaissez pas, j'ose espérer que vous le connaissez toutes et tous, mais Johan, c'est le fondateur de Group Leader Insurance. Donc, courtier fondé il y a plus de 20 ans désormais, une success story dans le monde de l'assurance en France, Group Leader qui a été revendu en fin d'année dernière à Ardonna, donc ça tu vas nous expliquer Johan, mais pour plus de 300 millions. On a eu l'occasion d'échanger longuement dernièrement. J'en suis particulièrement fier de cette interview, c'est mon contenu qui marche le mieux en 2026. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat, hein, que vous puissiez y accéder. Et voilà,
Voilà, on avait discuté à ce moment-là de ce sujet de consolidation où tu m'avais expliqué voilà, pourquoi tu avais privilégié cette option à ce moment de ton développement. Aujourd'hui, ça résonne évidemment avec l'actualité. Ça vous a pas échappé la semaine dernière avec le rachat de Santiane par Kéris. On est encore sur un deal ici à plus de 400 millions d'euros. Donc, on a une vraie tendance de fond qui est là aujourd'hui. Avec toi, Johan, on va pouvoir l'illustrer très concrètement. Donc, l'idée, très simplement, au départ, c'est que tu reviennes un peu sur ce deal. Et la question toute simple, c'est pourquoi Ardonna et pourquoi à ce moment-là? Je pense que, en effet, alors la consolidation, ça vient pas de sortir. Ça fait quelques années qu'on la vit, et je pense que ça va s'accélérer. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Pourquoi Ardonna? L'enjeu, c'est pas de faire une session pour une session ou de la vivre comme une fatalité. Je souhaitais, après 2 tours avec des fonds d'investissement parisiens, donner une autre dimension. Mais prendre ou changer d'échelle prend le risque de perdre un petit peu qui on est finalement. Intégrer un très gros fonds d'investissement, c'est prendre une dimension beaucoup plus financière qu'entrepreneuriale. Intégrer un concurrent peut également nous faire perdre qui on était avant, alors que le choix d'Ardonna était celui de changer d'échelle, conserver notre ADN. Parce que je pense, et je suis même persuadé, que le succès d'une société, qu'elle fasse 200 000 euros de chiffre d'affaires ou 50 millions, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un développement, que la mayonnaise a pris et que finalement, le mindset est fondamental. Ardonna nous a offert ça, offre ça dans les différents pays d'Europe où ils existent, c'est-à-dire on supporte, on ne fait pas d'ingérence, on ne fait pas de la centralisation à l'extrême, on laisse vivre le local, on laisse vivre la proximité, on laisse vivre les synergies, et c'est vraiment ça qui a été déterminant. Finalement, la volonté d'évoluer, parce qu'un entrepreneur veut évoluer, mais de surtout pas oublier qui on est et d'où on vient. Et je m'étais rassuré avant de signer le deal auprès de mes homologues dans les autres pays d'Europe. Ça faisait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'ils avaient signé avec Ardonna. Ils m'ont dit ça a été notre meilleure décision parce qu'on a justement pu conserver notre feuille de route, notre vision, et on a changé d'échelle grâce à la capacité financière sur le M&A justement, mais également à l'offre industrielle que permet Ardonna, qui, je le rappelle, réalise un peu plus de 22 milliards d'encaissement de primes par an, dans le top 15 du courtage mondial, et qui s'est créé en 2016, ce qui fait quand même de cette story, à mon sens, la plus belle success story mondiale. Et justement, pour rebondir sur, tu dis un entrepreneur veut continuer à évoluer, tu as brièvement dit avoir échangé avec tes homologues, je dirais, européens. Ça, c'était un des éléments que tu mettais en avant quand on préparait justement cet échange, qui était cette idée de rapprochement aussi pour du développement à l'international, du développement en termes de couverture produit. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que c'est aussi un enjeu, tu vois, de ma fenêtre d'investisseurs seed. C'est des questions que posent évidemment les startups, mais c'est évidemment à l'étage ou aux étages largement supérieurs un enjeu que tu vis au quotidien. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que un courtier, finalement, il a plus besoin d'assureurs que d'assurés. Je m'explique. C'est pas tellement compliqué de trouver des clients quand on a quelque chose à leur vendre. Le vrai sujet du MJA, le vrai sujet du courtier de proximité, c'est d'avoir de la capacité. Des porteurs de risques qui vont vite, des porteurs de risques qui répondent tant qu'à faire de temps en temps favorablement, et une capacité, effectivement, de créer des programmes. Je crois que ce qui a été déterminant pour moi, ça a été de dire Ardonna va me permettre de bénéficier de leur poids. Évidemment, quand on parle à un assureur en pan-européen et ou au niveau international avec 22 milliards de primes, ça facilite l'accueil et ça facilite la capacité et l'offre que l'on va proposer à cet assureur. Je peux demain travailler avec un assureur français ou européen en lui précisant la capacité de rentrer dans le moule Ardonna qui va lui permettre une exposition internationale, européenne,
ou selon les produits qu'ils souhaitent. Donc l'approche est différente. C'est la partie produit, c'est la partie relation assureur. Mais quelque part, je crois également que dans la consolidation, on arrive à une consolidation qui devient industrielle et technologique. Le début de cette réunion virtuelle, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est des sujets, on peut difficilement être plus dedans, dans l'IA, dans tout. Mais ça coûte de l'argent. Et donc, le petit courtier, c'est pas péjoratif, ne pourra pas avoir quelqu'un de dédié. On parle d'IA, on peut parler de cybersécurité, on peut parler de tous ces sujets finalement. Et je pense que la force d'Ardonna nous permet également d'être un accélérateur. Demain, les courtiers qui nous connaissent ou qui souhaitent une aventure avec nous, parce qu'on a effectivement, on s'en cache pas, une vraie volonté d'accélérer le build-up, on leur vend deux choses. Évidemment, une valorisation parce que quelqu'un qui a travaillé veut valoriser son actif. Mais pas que. Un vrai sujet entrepreneurial en laissant l'agilité, en laissant l'autonomie, en ayant la capacité financière pour justement accéder à la technologie, avoir des corps supportifs derrière lui sur toutes les branches de cette fameuse ligne transverse. Et je pense que ça devient compliqué aujourd'hui de vouloir évoluer seul parce que les nouvelles barrières technologiques, de réglementation, on peut parler d'RGPD, on peut parler de la DDA, on peut parler de la transposition européenne, on peut parler... seul, c'est plus compliqué que ça l'était. Donc, la consolidation, elle devient industrielle, elle devient technologique, elle devient un enjeu. Et le job que l'on a avec Ardonna France, c'est que cet enjeu ne soit pas une perte d'autonomie. On laisse le pouvoir, on laisse le contrôle, on accompagne et on permet d'aller plus vite. Super, tu as commencé à l'évoquer. Effectivement, notre baromètre, c'est assurance et innovation. Au cours de notre interview, on avait pas mal creusé ces sujets. J'avais beaucoup apprécié ta vision justement de l'innovation parce que on parle évidemment d'IA un peu à toutes les sauces. C'est normal, mais il y a cette innovation aussi plus proche du terrain, peut-être plus pragmatique aussi, qui répond à des enjeux. Donc, est-ce que tu peux développer Bien sûr. ta vision ? C'est vrai que l'IA, c'est un mot à la mode. Et on a presque tendance à culpabiliser de pas en parler. En réalité, si on réfléchit un petit peu, je crois que à court terme, l'IA change fondamentalement la vie d'assureurs. Pourquoi ? C'est un magnifique outil pour lutter contre la fraude, magnifique outil d'optimisation du règlement et de la gestion de sinistres, mais également un outil de souscription dans la politique de souscription, avec les liens météorologiques, la jurisprudence, les analyses financières, la géolocalisation. Tout ce bloc que nous apporte l'IA va être en train d'être plugué pour affiner la politique de souscription, pour protéger l'actuariat et les résultats techniques de l'assureur in fine. Donc, d'un point de vue porteur de risque, évidemment, et j'ai envie de dire qu'il y a une course contre la montre, parce que l'amélioration de leurs résultats techniques et la compétition de la data est lancée. Le courtier travaille avec son client. Le client, il veut quoi ? Un prix rapidement. Il n'y a pas besoin d'IA pour donner un prix rapidement, ça fait 15 ans qu'on sait le faire. Le courtier veut également qu'on facilite son back-office parce qu'il peut pas passer 5 heures par jour à faire de la saisie. Convenons que la technologie depuis une dizaine d'années permet également de faire matcher le back-office avec le front-office. On n'a pas non plus attendu après l'IA. Donc, je suis évidemment pas en train de faire mon numéro de rébellion contre l'IA, pas du tout. Et je suis entièrement d'accord. Et je fais naïvement partie des 95% des assureurs qui pensent que c'est complètement fondamental. Je dis simplement que quand on est courtier, notre premier sujet aujourd'hui n'est pas de mettre de l'IA à tous les étages, mais si déjà on utilise 5 à 10% de l'offre IA, on aura fait un super pas en avant. Et les assureurs, en attendant, font le reste. Et on va gagner du temps parce que l'IA chez un courtier, ça va se matérialiser en gain de temps. Quand on répond par l'IA, par un agent IA au mail, aux questions type du client, on gagne du temps pour faire autre chose. Donc, ma vision, je pense que c'est à peu près la même que tous aujourd'hui. L'IA, on n'a pas le droit de fermer les yeux, on doit y aller, mais je crois que ça ne doit pas remplacer ce qu'on fait déjà plutôt pas mal, la tarification en ligne, la marketplace,
la capacité de donner une offre rapidement à nos courtiers quand on est MJA ou à nos clients quand on fait du direct. Et l'IA, c'est peut-être un petit peu l'étage au-dessus au moment où on en parle. Donc, il ne s'agit pas de la diminuer, il s'agit de déculpabiliser ou décomplexer ceux qui pensent qu'ils ne sont pas tellement en avance ou qui craignent d'être en retard. Peut-être nous dire un mot, justement, tu l'as évoqué, sur la marketplace, qui est ici un outil très pragmatique, une innovation qui est induite à la fois par le digital, mais aussi par la stratégie de consolidation. Donc ça aussi, c'est de l'innovation dans le modèle et dans l'outil. Est-ce que tu peux Bien nous sûr. en parler un peu? Moi, j'aime bien les innovations qui viennent du bon sens et les innovations dont on va se servir tant qu'à faire. On a aujourd'hui une dizaine de filiales, certaines dans les dom-toms, certaines à l'étranger, certaines font du yard, d'autres font de l'assurance de personnes. On touche donc pas la même clientèle, on touche pas forcément la même typologie de courtier. Et bien souvent, on constatait que des courtiers connaissaient une de nos marques, ne savaient pas qu'on faisait autre chose, ne connaissaient pas toute notre offre. On a donc centralisé l'intégralité de nos outils par une marketplace qui va offrir au courtier une visibilité immédiate sur tous nos produits. Et le courtier qui était habitué à travailler avec telle filiale pour tel produit comprend que s'il était dans une démarche de diversification, il a frappé à la bonne porte. On va finalement simplifier le parcours de souscription. On va permettre de rendre immédiatement lisibles et visibles tous nos produits. Et on va un petit peu plus loin que ça également, parce que via cette marketplace, on va faciliter la gestion back-office. On en parle peu, parce qu'on pense que pour faire du business, il faut être très fort en front-office. Ça a été vrai. Mais étant donné que tout le monde maintenant sait faire de la tarification en ligne, je pense que le vrai combat, c'est de faciliter la vie du courtier. On a parlé également du support sur l'IA, du support sur la réglementation, du support sur la gestion sinistre, du support sur son dashboard managérial. Et avec la marketplace et avec nos outils, le courtier, au-delà d'avoir accès à tous nos produits et aux nouveaux produits qu'on est en train de plugger grâce à l'offre Ardonna, va avoir accès à de la facilité et à de la facilité de statistiques, de data, de requêtes. Et je crois qu'on se doit aujourd'hui, si on est MJA, penser que plus le courtier aura de temps à consacrer au business et moins à l'administratif, plus il va produire. Et pour autant, il peut pas mettre le back-office de côté. On va l'aider. On va pas le faire à sa place. On va l'aider. Et je pense que c'est intéressant. Là où on voyait la réglementation, l'informatisation ou l'administratif comme une forme de contrainte nécessaire, ça devient un atout business. Effectivement, ça démontre bien la valeur ajoutée finalement de s'adosser à un acteur comme ça et puis à continuer les build-up. Tu as évoqué entre les lignes, tu as dit on a cette volonté, on s'en cache pas, de continuer les build-up. Si je reprends ma casquette d'investisseur 2 secondes, on a la chance de t'avoir sous la main et forcément la question qu'on se pose toujours, c'est, ou en tout cas la remarque qu'on voit du marché, c'est qu'il y a toujours un écart, voire un grand écart entre la valorisation des startups dans lesquelles les investisseurs peuvent investir et le prix sur le marché. Donc, ma question ne sera pas sur le prix de la transaction, mais c'est plutôt voilà, sur la mécanique et notamment peut-être s'il y a des multiples que tu peux partager. Ça serait intéressant parce que je pense que c'est des éléments de comparaison qui peuvent être utiles aussi bien aux entrepreneurs qui lèvent des premiers tours de financement que pour les investisseurs qui, eux, ne sont pas forcément spécialisés dans l'assurance, d'avoir une sorte de benchmark de voilà, Bien sûr. quelques étages au-dessus, comment ça se passe et quels sont les ordres de grandeur de multiples. À nouveau, l'idée, c'est pas d'avoir le chiffre exact, mais plutôt... Non, mais je vais essayer d'être aussi synthétique que précis. Le courtier de taille modeste, retenons moins de 500 000 euros de commission, va plutôt valoriser en multiples de chiffre d'affaires selon son activité. On comprend qu'une activité extrêmement récurrente avec un churn très bas va se valoriser à plus de 2,5, 2,6, 2,7 fois le chiffre d'affaires. Une activité où il y a un peu plus de churn, un peu plus de mass market, un peu plus classique, va plutôt être entre 1,8 et 2,2 fois le chiffre d'affaires. Quand on passe une certaine taille, nos amis fonds d'investissement ont fait monter les valeurs.
parce que les investisseurs se sont dit, finalement, le courtage, c'est quand même pas mal, parce que le 1er janvier de l'année suivante, tu connais à peu près ton chiffre d'affaires, c'est la magie du récurrent. Et en tant qu'investisseur, tu dois comprendre à quoi je fais allusion. Et donc, naturellement, on a commencé à se rapprocher à des valorisations qui, là, vont s'expliquer en multiples d'EBITDA plutôt qu'en multiples de chiffre d'affaires. On parle de deals qui vont dépasser les 1 million, 2, 3 et plus de chiffre d'affaires, et bien plus, bien entendu, pour les deals structurants. Alors, ce que je dis, c'est pas des frontières parfaites, mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va être sur des multiples qui vont être entre 6 fois et 10 fois, encore une fois, la fourchette est large, mais tout dépend de la récurrence, du churn, du côté institutionnel de la clientèle, il y a énormément de critères. Donc là, je parle en multiplicateur d'EBITDA, entre 6 fois et 10 fois l'EBITDA. Et au-delà, sur des deals qui vont faire en EBITDA plus de 5, 6, 7 millions, on va être entre 10 fois et 13, 14 fois. On voit en effet des deals, et l'actualité nous le montre, qui accrochent les 15 fois. On a vu, je pense qu'on le verra moins, des deals à plus de 17, 18 fois. Je pense que le poids de la dette et le coût de la dette a ramené tout le monde à un côté peut-être un petit peu plus raisonnable entre nous. Donc voilà ce qui se pratique. Concernant des startups, on va valoriser de manière très différente, parce qu'on va valoriser une capacité à absorber demain de la data, une capacité exponentielle finalement, un actif. Donc on voit des valorisations particulièrement élevées. On peut parfois avoir du mal à comprendre. On a vu aussi des sujets où moi, avec un bon sens paysan, j'ai pas compris. Quand on a vu des affaires qui ont levé 100 millions, mais qui faisaient 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont été valorisées des fortunes alors même qu'elles faisaient pas grand-chose de chiffre d'affaires par rapport à la levée de fonds, moi, j'ai pas compris. Je pense que le modèle économique est plutôt bien fait, parce que la prise de conscience est nécessaire, et finalement se valorise bien des tableaux Excel avec la capacité à générer de la croissance lancée, la transformation du résultat en cash. Ça a de la valeur. En revanche, la promesse de gain, la promesse de génération d'actifs, beaucoup moins. Ça se valorisait bien quand la dette était gratuite. Et là, bizarrement, tout le monde s'est remis au tableau Excel en disant, vu le coût de la dette, on va quand même regarder d'un petit peu plus près la valorisation et ce qu'on achète. Et je trouve ça plutôt très sain. Yes, exactement. Et merci du coup d'avoir détaillé comme ça. Tu as évoqué forcément l'EBITDA fait penser aux enjeux de rentabilité dont on a déjà parlé précédemment. Le chiffre d'affaires, juste pour rappel, pour les investisseurs ou les jeunes entrepreneurs qui connaissent mal l'assurance, pour un courtier, c'est pas les primes, mais c'est la commission sur les primes. Donc il y a un petit écart ici. Donc voilà, après vous pourrez reprendre tous ces chiffres-là. Merci, et de manière plus générale de nous avoir brossé un peu je dirais le portrait de cette association entre Groupe Leader et Ardonna. Quelles sont les ambitions, le rationnel derrière, parce que ça permet de rendre un peu concret une tendance qu'on aperçoit sur le marché. Et vu que tu étais responsable d'un des deals les plus importants et structurants du marché, on est ravis d'avoir eu la chance d'avoir tes lumières et tes insights aussi sur cette opération-là. Et évidemment, on suivra avec beaucoup d'intérêt les prochaines, puisque tu nous as gentiment teasé sur le fait que ça n'allait pas s'arrêter là. Tout à fait. Merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger. Merci aux auditeurs. Merci beaucoup, Johan. Un grand merci. Oui, tu vas me donner du boulot pour écrire dans les mois à venir, je crois. Donc, on vous tiendra évidemment informé de toutes ces avancées. Top. Et peut-être avant de finir, un petit mot sur les deals les plus importants, et peut-être sans forcément tous les couvrir. On avait mis de côté quelques éléments de marché. J'ai l'impression que sur l'IA, je ne sais pas si tu veux couvrir plutôt l'IA ou peut-être Corgi, parce que tu as Oui, ça fait écho en fait. Ouais. Juste pour donner le chiffre sur l'IA, c'est le rapport Gallagher qui nous dit qu'au Q1, il y a eu 95% des investissements dans l'InsurTech centrés sur l'IA. Ça peut paraître évident, mais en fait, on a quelque chose d'exponentiel là. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, on était à 60-65% selon la même source.
dans une période où déjà il y avait beaucoup d'IA. Donc là, on est quasiment en full IA sur les investissements, avec des montants qui augmentent. On était sur 1 milliard investi par trimestre depuis 3 ans. Depuis 2 trimestres, là, on est passé à 1,6, donc on a une augmentation substantielle, avec le retour de méga deals, et notamment, tu parles de Corgi, et c'est bien, ça va faire écho à ce que disait à l'instant Johan. Corgi, donc, qui est sorti du bois en fin d'année, ils étaient en mode furtif, on ne les connaissait pas, ils ont levé 108 millions en janvier, et là, ils relèvent 160 millions de dollars. Donc, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup encore de chiffres dans leur tableau Excel, justement. Mais c'est une forte promesse. Corgi, très simplement, c'est une SurTech IA native, donc c'est-à-dire qu'ils vous promettent demain de faire distribuer et gérer de l'assurance de A à Z en full IA, full autonomie. Donc, ça paraît très prospectif quand on connaît en plus le secteur de l'assurance qui a toutes ses subtilités, particularités, réglementations, etc. Mais il y a manifestement des investisseurs qui y croient très fort. Et si d'aventure cette promesse venait à se concrétiser, est-ce qu'on ne serait pas au début d'un Big Bang dans l'assurance? Voilà. Je sais que c'est très très loin, mais ça soulève à minima une question, et ça me fait rebondir sur un commentaire sur une de mes publications récentes où je posais la question: quelle est selon vous la prochaine frontière de l'IA? Il y avait Joël Bassani, que je salue au passage, qui répondait: ce sera quand un acteur distribuera de l'assurance sans aucun salarié. Donc, voilà. À minima, ça suscite la réflexion. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flo, de ça. Ouais, non, mais je trouve que c'est intéressant, et c'était un peu ce qu'on voulait faire ici aujourd'hui. D'habitude, on traite du secteur européen, qui a une manière quand même de voir ce qui se passe actuellement. Je dirais que nous, avec notre casquette d'investisseur seed, on investit donc au tout début des histoires des entreprises. Je pense qu'on se fait une idée de ce qui peut être chaud comme tendance et structurant comme tendance d'ici 3 à 5 ans. En fait, quand on regarde le marché américain, c'est aussi une manière de se dire, bah tiens, quelles sont les nouvelles startups qui vont se créer dans les 2-3 prochaines années en Europe. Donc finalement, ce qu'on dit là sur Corgi semble peut-être hyper prospectif. Ça me fait évidemment penser au CEO de Lemonade qui parlait des startups AI first. Donc il y a évidemment énormément de promesses. Probablement aussi beaucoup de buzz autour de ces technologies-là. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif, c'est délivrer de la valeur aux clients, et puis même de manière générale pour les startups et les entreprises innovantes, c'est aussi amener de la valeur, ajouter de la valeur dans un secteur qu'ils essayent de repenser, et pas uniquement de la technologie. La technologie est juste un moyen. Quant à la prédiction, ou en tout cas le game changer que serait la vente d'assurance sans aucun salarié, ça fait évidemment écho avec une de mes prédictions en début d'année, qui était évidemment un peu provocante, même si j'y crois vraiment, qui était cette idée de se dire, il y a une startup avec un seul fondateur ou fondatrice qui, grâce à l'IA, va réussir à vendre environ 10 000 polices d'assurance sur des lignes personnelles un peu commoditisées. Je pense évidemment à l'assurance vélo, l'assurance chien-chat, l'assurance auto ou l'assurance habitation, ce genre de produits. 10 000 polices vendues étant en général le moment où une startup arrive à lever un tour de seed dans l'insurtech de manière assez historique. Donc voilà, c'était cette prédiction-là. À date, je n'ai pas connaissance de tel projet, mais l'année n'est même pas encore à sa moitié, donc ça peut encore arriver. Les choses allant très vite, mais à nouveau, au-delà de la boutade et de la prédiction, cet exemple de Corgi est aussi une manière de se dire, bah tiens, regardons aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est peut-être des initiatives qu'on va voir en Europe demain, et en France en particulier, en ayant en tête que justement les startups AI first, ça reste quand même la grosse dynamique structurante sur le marché de l'insurtech en Europe de manière générale. Donc voilà, jusqu'où ça va être utilisé, ça va être intéressant à suivre, et on verra si effectivement ça leur permet d'aller plus vite, parce que c'est un peu ça la promesse quand même. Donc voilà, on suivra évidemment leurs aventures, et donc voilà, et je pose d'ailleurs la question dans le chat pour celles et ceux qui sont encore là, le fait de traiter d'un sujet hors Europe, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas? Nous, on aime bien cette idée-là, parce que ça permet d'élargir un peu le scope et de regarder peut-être encore un peu plus loin dans le temps. Mais voilà, cette idée de se dire, est-ce qu'on arrive est-ce qu'on continue à regarder aussi des choses en dehors d'Europe et à vous les partager, ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un focus 100%
en Europe, vous n'hésiterez pas à nous le dire, mais c'était aussi parce que le mois était relativement calme en Europe. Donc, il y avait deux startups italiennes, Wopta d'un côté et Vite et Secure qui avaient levé des tours de taille moyenne, je dirais, de financement. Donc, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'aller jeter un coup d'œil de l'autre côté de l'Atlantique pour faire un peu de prospective. Et en plus, les montants sont énormes. Donc, ouais, et puis il y a un autre truc que tu disais qui est très, très important. Je pense on s'en est rendu compte hein, sur les cycles précédents. Effectivement, ce qui se passait aux États-Unis avait tendance à se répliquer en Europe un peu plus tardivement. On était sur des 2-3 ans, mais aujourd'hui, et ça corrobore un peu tout ce qu'on disait depuis le début, il y a cette faculté à compresser en fait les cycles à tous les niveaux. Les cycles de décision au sein des entreprises, mais aussi les cycles d'innovation et les cycles de financement aussi. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'il faut avoir un œil serré sur ce qui se passe là-bas, parce que ça pourrait arriver chez nous très rapidement. Et si ça n'arrive pas chez nous, ben, c'est là aussi où on pourrait se dire que l'écosystème européen doit faire attention de ne pas prendre trop de retard non plus sur ce rythme d'innovation. Bien vu, et je trouve que c'est une excellente manière de conclure cet échange qui était particulièrement riche. Donc, on a un tout petit peu débordé. Donc, merci aux derniers et dernières qui sont là. Merci d'être restés. Vous êtes nombreux encore. Merci beaucoup. Mais c'était top. On remercie à nouveau Eviden, Earnix et Ardona Group Leader de nous avoir accompagnés sur ce baromètre-là. Et on vous donne rendez-vous évidemment le mois prochain pour un tour d'horizon et comme disait Alexandre, voilà, s'il se passe des choses, on aura plein de choses à dire. Si il se passe pas encore, ou en tout cas si l'Europe va moins vite, eh ben, on le soulignera et on s'interrogera là-dessus. Donc, dans tous les cas, on aura forcément des choses à se raconter. Merci à toutes, merci à tous. Et Alexandre, ben, je te dis à dans un mois. Ouais, merci beaucoup, merci de votre fidélité. Merci Flo, toujours un plaisir de faire ce format avec toi. Et au mois prochain. Salut. Salut.